Bonjour à toutes et tous, nous voici déjà arrivés au deuxième épisode de la région qui rayonne. Après le terroir, partons aujourd'hui à la rencontre du patrimoine de la ville de Sierre, en compagnie de Louis-Fred Tonossi, guide pour l'Office du tourisme de Sierre. Les édifices et l'histoire de la Cité du Soleil n'ont aucun secret pour lui. Pour nous en parler, il nous donne rendez-vous sur la place de l'Hôtel de Ville. On arrive devant l'Hôtel de Ville de Sierre, où nous attend normalement Louis-Fred. Voilà, je l'aperçois. Salut Louis-Fred. Salut Julien, ça va? Ça va très bien? Parfait. Et toi? Merci, oui, par un beau temps comme ça. Magnifique. Tout va bien. La région qui rayonne porte bien son nom. Exactement, y compris le nom de Sierre d'ailleurs, puisque Sierre, le mot Sierre vient de l'astre sidéris. Et l'astre, c'est le soleil. C'est notre drapeau, on l'a en face. Et il date de quelle année alors ce nom? Pourquoi ils ont donné ce nom? C'est déjà un nom qui vient des Romains. C'est les Romains ils ont même complété ce nom de base, je dirais, sidéris, qu'on rencontre très bien en allemand, puisque l'allemand c'est sidas, donc c'est tout proche du latin. Et ils ont encore complété en disant Sirum amenum, Sierre l'agréable. Donc on peut pas souhaiter mieux. Ah, tout à fait, aujourd'hui c'est plutôt agréable. Absolument. Comme tous les autres jours de l'année d'ailleurs. Tout à fait. Donc toi tu es un Sierrois pur souche? Sierrois pur souche, oui, bon, d'origine lointaine italienne quand même, donc le nom n'est pas Sierrois en tant que tel, mais ça fait bien des dizaines d'années que c'est passé, mais je suis né à Sierre. D'accord. Oui, ici, tout proche, donc vers la place de la gare, rue du Bourg. Ah, on est vraiment à côté alors. On est en plein centre. On est chez toi. Et tu habites toujours dans le même endroit actuellement? Non, alors maintenant plus, non, j'ai quitté Sierre, ça fait bientôt 40 ans. Mais évidemment, comme je travaillais tout le temps à Sierre, on est resté un petit peu le pendulaire du coin. Bon, on va voir si tu connais toujours aussi bien Sierre. Je te propose qu'on se déplace un petit peu et puis alors volontiers. Peut-être tu peux nous donner 2-3 explications après sur des monuments ou des lieux de la ville de Sierre qui Je dirais que le premier élément de la mémoire d'un jeune Sierrois de l'époque, c'est ce que nous avons en face de nous ici, ce qui est aujourd'hui la fontaine, là. Oui. Et ça, c'est l'emplacement de l'ancien hôtel, de la maison bourgeoisiale de Sierre. Et comme souvenir de cette ancienne maison bourgeoisiale qui a été détruite en 1954 pour faire la route de transit de Sierre, qui aujourd'hui est devenue rue piétonne, on l'a rementionné dans les bras, ou dans les jambes plutôt, de ce banneret qui est en face de nous. Ça, c'est la copie de la maison bourgeoisiale qui se trouvait à l'emplacement de la fontaine. Donc la maison bourgeoisiale se trouvait en face de l'hôtel de ville? En face de l'hôtel de ville, qui n'était pas l'hôtel de ville à l'époque, puisque c'était un hôtel tout court. Exactement. Oui. Et explique-nous alors un petit peu plus, donc toi tu es né en quelle année, ou en tout cas quand tu as grandi à Sierre? Je suis né en 1944, ici au mois d'août, ici à Sierre. J'ai habité tout de suite dans le bâtiment de mon grand-père, si on veut, donc qui est le bâtiment qui se trouve en face de l'hôtel Terminus. Et j'ai fait mes premières écoles ici à Sierre, d'abord comme tous les petits de l'époque, à partir de 6 ans, à l'école enfantine, qui était à l'époque, pour nous, dans le centre de Sierre, c'était l'école Beaulieu, donc avec les braves sœurs, dont une qui était restée célèbre dans la mémoire des Sierrois, disons, de mon âge, qui s'appelle Sœur Saint-Denis. Et c'est là que j'ai fait les 2 premières années. Puis ensuite, on est parti à l'école primaire de Bourzoat, qui venait de se construire d'ailleurs, qui était toute neuve. Et c'est des écoles qui existent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Oui, exactement. Bon, le Beaulieu, c'est fermé maintenant, il n'y a plus rien, mais du côté de Bourzoat, c'est toujours à actualité. Ça a été agrandi, retapé, mais j'allais dire, le bâtiment, il est pratiquement comme on l'a connu, ou comme je l'ai connu à l'époque. Donc école primaire à Bourzoat, et puis ensuite... Oui. Et puis alors après c'est pour moi le grand départ. À 11 ans, je pars au collège à Saint-Maurice, à l'internat, et je reviens à Sierre qu'à 22 ans pratiquement. Donc ça veut dire que l'adolescence, je ne l'ai pas passée ici. Quand tu es à l'internat comme ça, tu rentrais quand même les week-ends sur... Ah non, pas les week-ends, c'était une fois par trimestre. On rentrait pour les vacances disons, la Toussaint, ensuite Noël, après Carnaval et Pâques, c'est tout. Tout le reste du temps, on était en internat. Et il y avait d'autres Sierrois qui étaient avec toi là-bas à l'internat? Oui, il y avait beaucoup, on était toute une équipe de Sierrois, oui, absolument. D'accord. T'es pas seul. Mais c'était vraiment l'internat, j'allais dire pur et dur. Comme à l'époque un petit peu. Comme à l'époque, c'était l'époque quoi. Ouais, tout à fait. C'était habituel comme ça.
Ça avait évidemment des inconvénients et des avantages. Sur le plan des études, c'était une excellente occasion de vraiment apprendre. Tandis que par contre, sur le plan loisir et je dirais vie communautaire, c'était un petit peu limité à la cour d'école et des chanoines. Tu termines ton collège à Saint-Maurice. Oui, je le termine, je fais une maturité à Saint-Maurice et puis après je pars en stage un petit peu de tous côtés, en Angleterre, en Suisse allemande, etc. Et je reviens à 22 ans ici à Sierre. Donc tu as bien vadrouillé, mais au final, tu as quand même un retour dans tes racines. Voilà, je suis revenu sur Sierre, déjà professionnellement, donc puisqu'il fallait bien avoir une occupation professionnelle. Et comme je n'ai pas fait d'université, donc c'était relativement rapide, quoi. Et je me suis engagé professionnellement à partir de l'âge de 22 ans, quoi. Dans quel domaine tu travailles? Alors j'ai commencé, donc mon père avait un commerce justement sur l'avenue de la Gare, commerce de confection et chaussures. J'ai un petit peu travaillé là-dedans, j'avais fait des stages justement pour ce métier-là. Mais il s'était aussi engagé partiellement, je dirais, copropriétaire d'une fabrique de vêtements qui était ici à Sierre, qui s'appelait la maison Sierra, qui faisait des pantalons de varap, des salopettes, etc. Une entreprise locale, on avait jusqu'à une cinquantaine d'ouvrières, qui était à côté du temple protestant, la rue Beausite. Et c'est moi qui ai repris cette entreprise pendant quelques années. Je l'ai reprise jusqu'en 1971, au moment où mon oncle cherchait aussi à préparer la relève. Et il m'a demandé si ça m'intéressait de m'associer à lui dans son entreprise, qui était l'entreprise à ce moment-là, Léner Tonossi, une quincaillerie, marchand de fer, etc. Et puis j'ai accepté le défi, ça a changé complètement de profession, bien évidemment. Et puis l'entreprise a juste changé de nom en s'appelant Léner et Tonossi. Ça n'a pas eu de gros mouvements. Et puis c'est là que j'ai passé, alors après 35 ans, enfin 37 même, d'activité professionnelle sur Sierre. Magnifique. Sierre et région, quoi. Et justement, donc là, on arrive devant le château des Vidômes. Oui, alors c'est évidemment de nouveau un emblème du vieux Sierre, puisqu'on passe ici par la rue du Bourg, donc c'est la continuation de l'ancienne et unique rue de Sierre, je dirais, qu'on appelait d'ailleurs la rue du Sel, c'était la rue royale. Et c'est un des monuments qu'il nous reste de ce Sierre médiéval. Les Vidômes étant une fonction occupée par les grandes familles sierroises de l'époque, c'était les deux Chevrons et les deux Montéis, etc. Puis après ça a été transmis à d'autres familles. La dernière c'était les deux Courtaines, et qui avait pour but donc d'abriter le major, enfin le major qui était sur la colline de l'ancien Sierre et le Vidôme qui était ici. Et se partageaient le pouvoir de représentant de l'évêque, qui était au fond le roi du Valais pendant plusieurs centaines d'années. Et ces tours qui sont très caractéristiques dans le château sont vraiment d'origine. Oui, elles sont d'origine. Alors évidemment, maintenant, il paraît un peu neuf parce qu'il a été refait il n'y a pas très longtemps. Il a été racheté donc par la bourgeoisie de Sierre. Et ça paraît très neuf parce que la peinture est encore bien fraîche, mais ça correspond à ce que l'on connaît du bâtiment du XVe siècle. Donc, alors évidemment, les ouvertures n'étaient pas comme celle-ci. La tour a été transformée avec une création de fenêtres pour rendre l'habitat possible à partir du moment où elle n'avait plus de fonction militaire. D'accord, ok. Mais on retrouve encore les renforts latéraux, donc qui sont justement typiquement de construction médiévale d'origine militaire. Oui. Complètement. Par contre, il y avait ici, aujourd'hui, on doit monter pour rentrer dans le bâtiment. Et à l'époque, quand je me souviens, on descendait parce qu'il y avait dessous des caves et des occupations commerciales ou artisanales. Oh, c'est un magnifique bâtiment. C'est un magnifique bâtiment, oui. Et puis il est resté vraiment très typique et il habille très bien ce bourg qui a un prolongement extraordinaire parce que suivant où on se met, on voit directement la tour de Goubin. Et la perspective, je la vois depuis là aussi. Ouais. Oui, voilà, on la voit là maintenant. On voit la tour de Goubin avec l'église, donc c'est vraiment tous les souvenirs de Sierre. La tour de Goubin, elle amène cet intérêt, c'est qu'on sait si elle est habitée ou pas. Parce que lorsque la famille de Rame se trouve dans la tour, elle lève le drapeau. Quand il n'y a pas de drapeau, c'est qu'il n'y a personne. Donc en ce moment, il n'y a personne. Exactement. Ok. Ah, c'est excellent, je ne connaissais pas cette histoire. Et cette rue du Bourg, maintenant, elle est quasiment piétonne à 100%. Alors elle est à piétonne. Oui, alors elle a été bien retapée, je dois dire. C'est très sympathique de voir tout ce dallage maintenant pavé. Elle était précédemment pavée. Puis ensuite, les pavés, ils ont un peu souffert.
Et on les a enlevés et maintenant on les a remis et rendu la rue piétonne, ce qui est une bonne chose sur le plan du patrimoine. Elle est magnifique. C'est un beau coin. J'adore la Oui, perspective. oui, oui. Et Sainte Catherine est bron, bron, bron. Et Sainte Catherine était fille de roi. Voilà, voilà. Était fille de roi. Voilà, voilà, voilà. Toi, tu as un lien avec l'église Sainte-Catherine d'une quelconque Alors, façon oui, c'est là que j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, ma confirmation. C'est mon église de Tu as été baptisé, famille, quoi. confirmation, communion aussi. Et première communion, oui. Ah, joli. Ouais. Mariage. Non, alors le mariage, c'est plus loin, c'est à la Notre-Dame de Lourdes. Ta femme À la est chapelle aussi de Notre-Dame de sierroise. Lourdes. Elle vient Non, de- ouais, elle est sierroise, mais à Niviard en même temps, quoi. Donc, sierroise à Niviard. D'accord. De quel village? Saint-Luc. Ah ben voilà les cloches. Magnifique. Les cloches qui nous accueillent pour entrer dans l'église. Oui, c'est très sympathique. Hein. Accueil C'est tout à fait personnalisé. sympathique. Et c'est un très beau quartier qui est resté passablement authentique, je dirais. Oui. En tout cas, sur la face principale. On est ici maintenant sur la route et c'était le cimetière. À une partie, d'ailleurs, lorsqu'ils ont fait les fouilles, ils ont trouvé des tombes ici. Ah, juste devant l'église. Oui, oui, C'est à côté de l'église. autour de l'église. Autour En de l'église. général, les églises avaient tout autour des lieux de sépulture. Et cette église, en fait, elle donne sur la plaine Bellevue. Mais alors maintenant, il y a Alors, elle donne sur la plaine HES. Bellevue et maintenant la HES qui est très intéressante ici parce qu'elle nous reflète ce que l'on voit, c'est notre propre miroir. Et ça change toujours, soit en couleur, soit selon le déplacement que l'on fait. On voit les choses différemment. Mais c'est toujours le retour de là où on est. Et à l'entrée de l'église, on voit tout de suite, c'est typique, la statue de la Sainte Catherine. Donc, puisque c'est l'église Sainte Catherine, c'est une des patronnes du Valais, Sainte Catherine. Il y a deux patrons, mais une seule patronne pour le Valais. Et avec les armes de son supplice que l'on va voir à l'intérieur. Donc la roue et la palme qui montre qu'elle était martyre. D'accord, on peut rentrer alors. On va rentrer. S'il n'y a pas de messe, on ose Alors rentrer. ça, je ne sais pas, on verra. Déjà à l'entrée, on voit des indications qui sont intéressantes. D'abord l'année de construction, 1600. Et on voit ici l'année 1682, donc 1600, avec les donateurs de cette partie-là. Ici, c'est un Ignace Antoine Venetz, major de Ninda, et ici, c'est notre Marie Amhengart. Amhengart, c'est devenu après les deux Platéas. Donc on est déjà dans une des familles importantes de Sierre, les deux Platéas. D'accord. Pourquoi tu as dit de Ninda? Comment ça se Major de passe, Ninda, c'était tout simplement les Venetz sont de la région sierroise, mais ils avaient une fonction supplémentaire qui était major d'un endroit ou d'un autre. Alors, dès qu'on rentre dans cette église qui a été agrandie au cours des années, donc les deux dernières travées n'existaient pas à l'origine, ça a été agrandi. Mais on voit dès que l'on rentre, ce chœur qui est assez particulier, qui ne correspond grandiose. pas du tout aux autres églises que l'on a en Valais. Et il faut s'en approcher pour mieux voir les détails. Donc le chœur tel qu'on le voit là est unique en Valais. À ma connaissance, il est unique. Je ne veux pas prétendre à connaître toutes les églises du Valais, mais je n'en connais pas d'autres en tous les cas. Comment tu expliques le fait que ce soit ici à Sainte-Catherine qu'on ait ce chœur Alors, on ne sait pas qui a construit, on sait qui sont les maîtres d'ouvrage. C'est la famille de Courten, dont on voit d'ailleurs les armoiries juste au-dessus de la couronne du ciborium, donc la couronne principale là. Donc c'est eux. Et la famille de Courten était à travers toutes les cours d'Europe, les cours royales ou ducales ou comtales, et en tant que militaires donc. Et il est probable qu'ils aient vu à Rome, entre autres, Saint-Pierre de Rome. Et Saint-Pierre de Rome, l'autel principal, là où le pape célèbre la messe, il est exactement dans le même style, mais évidemment, toute proportion gardée. Ici, nous sommes avec du stuc, des colonnes de genre marbre, et là-bas, elles sont en bronze, et encore en bronze antique.
Mais le concept est le même. C'est une mise en valeur du tabernacle, qui est l'objet clé des églises catholiques, surtout au moment de la contre-réforme, par rapport aux protestants qui mettent en valeur la parole, c'est-à-dire la chair. Ici, on met en valeur le tabernacle. Et la meilleure manière de mettre en valeur, c'est soit de mettre un retable qui est prestigieux, doré et autres derrière, ou de faire l'inverse, c'est-à-dire carrément construire une couronne sur le tabernacle, ce qui est le cas ici. Donc on a ces 4 colonnes qui sont le support d'une couronne royale, si tu veux, ou impériale, peu importe, qui met en valeur la partie visée. Et puis alors on a des statues qui correspondent aussi à des personnages importants pour la région, ou la religion. On a le premier qui est Saint Jean l'Évangéliste, donc Saint Jean Baptiste, le premier qui est là, oui. Saint Théodule, un des patrons du Valais, donc le premier évêque du Valais, Saint Maurice, qui est à côté, et puis on termine avec Saint Sébastien, qui était le patron que l'on invoquait contre la peste, qui était aussi, comme le mal des Ardents, des épidémies permanentes ou quasi permanentes. Et derrière, alors, on a le tableau, donc, qui aurait pu être un retable, mais là, c'est un tableau qui est final, qui est derrière, et qui montre, puisqu'on est à l'église Sainte-Catherine, le triomphe de Sainte-Catherine. Elle est au pied de la Sainte Patronne, exactement. On voit au pied son martyre, où elle va être décapitée en finale, et ensuite en haut, elle arrive au ciel. Et si on continue dans la voûte elle-même, on a de nouveau le même motif, mais en stuc, travaillé en stuc, c'est-à-dire avec la roue de son supplice. C'était une roue avec des couteaux qui devaient la trancher, la déchiqueter. Et puis comme ça n'a pas fonctionné par un miracle qu'il y a eu, elle a été quand même décapitée par l'épée qui se trouve dans la main de l'ange, là. C'est une église très intéressante. Tout à fait. Je te propose qu'on poursuive notre route dehors. Voilà. Ça. Merci beaucoup comme cette visite. En regardant encore ce dernier vitrail qui est extraordinaire et qui est l'adage ou la devise, si on veut, des Chartreux. C'est Stat crux dum volvitur orbis. Ça veut dire la croix reste, donc la religion et la stabilité. C'est pour ça que c'est bleu, c'est un bleu calme. Et la terre a tous ses problèmes, elle tourne, elle est rouge de feu. Donc c'est la religion opposée à la vie terrestre. Le passage du bleu au rouge. Le passage du bleu au rouge, oui. Ouais. Superbe. Ce que je te propose, on se dirige un petit peu vers un endroit qui te touche, qui te plaît bien, c'est Notre-Dame des Marais. Oui, alors, mais on va passer entre deux par quelque chose qui est aussi un vieux souvenir. C'est toi qui m'emmènes, de toute façon, voilà. Je me laisse guider. Un vieux souvenir, c'est-à-dire. Alors, on va rentrer tout simplement ici dans ce qui était l'écurie de l'hôtel de ville de l'époque. Donc là où les diligences et les hôtes de l'hôtel de ville, mais en tant qu'hôtel, donc hôtel Château Bellevue, mettaient ou stockaient leurs animaux. Et c'est ici donc qu'après, lorsqu'il n'y avait plus d'écurie, il y avait un dépôt des services industriels. Et donc toute la partie ici à l'arrière était recouverte de poutres, enfin c'était les poteaux électriques, donc il y avait une quantité de poteaux électriques qui étaient en réserve là. Et nous, les gamins qui sortions de l'école, on avait l'obligation de rentrer tout de suite à la maison, mais on n'en avait pas trop l'envie. Alors toute une équipe de copains, on se cachait sous ces poteaux de bois pour faire les devoirs, soi-disant, officiellement. Évidemment. En réalité, c'était pour jouer à ce qu'on appelait jouer aux ATS, donc jouer aux billes. Et toute l'équipe de copains du quartier était cachée sous ces poutres de bois, sous ces poteaux électriques. Et là, aujourd'hui, ce qui reste, c'est vraiment la porte. Alors aujourd'hui, c'est l'entrée. Il n'y a plus que ça, l'entrée de l'écurie, exactement. Ouais. C'est le souvenir. Il n'y a plus de petits qui jouent au jeu de billes. Ah non, c'est une route maintenant. Et là, il y avait le bureau du président, par exemple. Alors, si on voulait demander un congé, moi, j'avais toujours le droit de demander congé pour aider mes parents à la Foire Sainte-Catherine. Il fallait être là au stand pour pouvoir vendre ce qu'il y avait à vendre, mais il fallait obtenir le congé. Alors, il fallait se rendre au bureau du président, dans ce bâtiment qui est en face de nous, là, l'ancienne école, et puis obtenir, ce qui se faisait d'ailleurs sans difficulté, obtenir le droit de ne pas aller à l'école ce jour-là. Donc la Sainte-Catherine qui est au mois de novembre. Au mois de novembre, oui, tout à fait. Le lundi après-midi est d'ailleurs férié maintenant. Maintenant, mais à l'époque, ce n'était pas le cas, non. Bon, elle était aussi bien plus petite.
je dirais en tout cas tout aussi importante sur le plan économique de la région, mais beaucoup plus petite. Salut. Beaucoup plus petite sur le plan du nombre de stands qu'il y avait. D'accord. Et c'est marrant, l'inscription, on dirait qu'elle est presque d'origine aussi. Elle est d'origine, c'est oui. vraiment Enfin, à ma connaissance, l'inscription c'est celle que, d'origine. en tout cas, c'est celle dont je me souviens. Donc, il y en avait peut-être une autre avant. Mais c'était le bâtiment administratif de Sierre. Tout s'y trouvait. Il y avait les pompiers, il y avait la police, il y avait le bureau du président. Et puis par la suite, eh bien, est arrivée la première salle de gym de Sierre, qui est juste à l'arrière, et qui est la salle dans laquelle on faisait la gymnastique à l'école primaire. Et à quel moment justement le bureau du président et puis finalement la commune s'est déplacé à l'hôtel de ville? Alors, c'est l'achat de l'hôtel de ville par la commune s'est fait en 1964. C'est là que la partie hôtelière, qui n'était plus du tout rentable, au contraire qui perdait pas mal d'argent, était déjà en propriété de quelques privés, dont essentiellement M. Jägerlen, enfin Iso Jägerlen, la famille. Et une partie avait été déjà propriété de la commune. Et l'Assemblée primaire a dû décider du rachat de toute cette bâtisse et des terrains aux alentours pour en faire le futur hôtel de ville. Et ça a été accepté. Donc à ce moment-là, la commune a acheté ça et a transféré donc, toute son administration dans cet hôtel de ville. C'est vrai que maintenant on connaît, l'hôtel de ville c'est vraiment le centre de Sierre avec le bureau du président, les politiques. On a la peine à se dire qu'avant c'était pas le cas en fait. Non, mais le plus incroyable c'est que lorsque Jean-François de Courtenne a construit cette bâtisse, donc à titre de résidence privée, c'était sa maison locale si on veut, c'était en 1658, il était à l'extérieur de la ville. Ça s'appelait Château de la Cour. C'était son père qui avait une grange, et qui s'appelle d'ailleurs la maison Étienne aujourd'hui, et qui était donc Étienne de Courtenne. Il avait là la partie agricole de la famille, si on veut. Donc c'était vraiment à l'extérieur. Oui. Et je me rappelle encore que M. Arnold, de l'hôtel Arnold de l'époque, disait que lorsque son père avait construit, on lui disait qu'il était complètement fou de construire à l'extérieur de Sierre. Donc, les choses sont très relatives. Mais finalement, aujourd'hui, c'est plus tellement à l'extérieur. En fait. C'est le plein totalement centre. intégré dans la ville. Absolument plein centre. Alors, on va traverser la route, on attend que le feu passe au vert. Et là, on arrive aussi dans le quartier de Tserveta. Alors, on s'approche, donc oui, alors toute la zone scolaire, si on veut, c'est le quartier de Borzouat. Et la route que l'on prend maintenant nous amène plutôt vers le quartier de Tserveta, qui lui va se développer ou se situer jusque sous Murat. Pourquoi Tserveta en fait? Ah ça je ne sais pas, c'est des noms probablement locaux, pas de toison, mais je ne crois pas que ça ait une signification. En tout cas moi je n'en connais pas de signification dans cette... Mais tous ces quartiers, c'est évidemment, ça c'est la vie sierroise, elle est totalement basée pendant des siècles et aujourd'hui un peu moins, mais pendant très très longtemps, c'était vraiment l'essence même du Sierrois. Il faisait d'abord partie d'un quartier. Et tous ces quartiers entouraient, mais avec de l'espace entre deux, le bourg de Sierre. Et ce sont des quartiers essentiellement aniviards. Donc ils étaient occupés, mais temporellement, donc pas en permanence, jusqu'aux environs de 1950, par les aniviards qui faisaient la transhumance et qui s'installaient à Sierre pour les travaux de la vigne, en gros 4 mois par année à peu près. C'est quand même assez exceptionnel pour une ville de se développer comme ça. Oui, alors rare. une ville normale a un bourg qui s'élargit, qui s'agrandit de tout aux côtés, et la ville de Sierre, elle avait des quartiers tout à l'extérieur et elle remplit les vides pour se retrouver du côté du centre. C'est une extension complètement différente. Salut Bernard. Oui, bien. Bonjour. Et par rapport à la transhumance, finalement, les gens de l'époque qui devaient faire cette route du Val d'Anivier, qui n'était pas facile. C'est pour ça aussi qu'ils restaient des fois plusieurs semaines à Sierre. Pas nécessairement. Ce qui dictait le cheminement aniviard, c'était la nature. Donc ils avaient plusieurs niveaux de travail et niveaux d'habitation aussi, puisque si on prend au départ de l'hiver, ils étaient au village. Il fallait descendre à Sierre pour faire les
les premiers travaux de vigne, c'est-à-dire buter, débuter, mais là on était encore dans les Versanes, donc c'est encore un peu différent, mais il fallait la taille et tout. Ça se faisait avec un habitat sur Sierre. Après il fallait remonter, et puis il y avait des stades intermédiaires, ce qu'on pourrait appeler les Mayens du Bas. Après il y avait le village, plus ou moins à 1500 mètres, et ensuite les Mayens du Haut, et puis les alpages. Et c'était une marche permanente vers le haut ou vers le bas selon la saison. Et comme le Val d'Anuet a plusieurs villages, c'est pour ça qu'on a plusieurs quartiers à Sierre aussi. Exactement. Chaque quartier avait ses ressortissants et c'était au fond le village du haut qui se transférait en bas avec toute la famille, y compris celui qu'on appelait le régent, donc l'instituteur, le curé quand il y en avait un, ce qui était pratiquement toujours le cas. Et dans la région sierroise, il fallait avoir sa maison d'école. À Murat, ils ont même eu leur église. Et leur société de développement. Et alors, il y avait peu de mélange. Donc, chaque quartier avait son village de référence dans le Val d'Anivier. Et par exemple, les références, c'est quel village avec quel quartier? Alors, par exemple, Cervetta, puisqu'on est maintenant ici à Cervetta, c'était les gens essentiellement de Saint-Jean et de Vissois. Borzoat, qui est un peu plus loin, c'était les gens d'Ayer. Si on continue encore un petit peu plus loin vers l'est, on a Glaret. Alors Glaret, c'est un quartier qui était, j'allais dire, à double. La partie basse, Glaret d'en bas, comme on dit, il était essentiellement occupé par des germanophones, des gens de Salconède et d'autres. Et puis la partie de haute, Guillemot, était à Niviard, de Saint-Luc, comme celle de Murat. Donc Murat, c'était Saint-Luc. Et la partie, je dirais, nord de Murat, c'était Viouk, c'était les gens de Chandola. Et puis du côté de Villa, il y avait les autres, c'était Grimens. Tout était assez bien séparé, contrôlé, mais après, bien évidemment, il y a eu des mariages mixtes qu'on peut appeler mixtes quand on est dans la même vallée. Je peux bien imaginer. Et puis les choses se sont un peu calmes, mais en fonction des terrains qui étaient à disposition. Donc on est là maintenant derrière la place du Cheval, en fait, devant Notre-Dame des Marais. Alors ici, il y a quelque chose qui est intéressant, justement, à l'entrée de Notre-Dame du Marais. C'est cette fresque qui a été restaurée malheureusement pas très judicieusement, donc elle n'est pas très très belle à voir, mais elle est toujours intéressante parce qu'elle représente quelque chose qui était très important pour les populations de montagne, pas seulement donc Sierre, mais on trouve la même chose à Domodossola, à Loèche, etc. C'est le saint patron des voyageurs. C'est Saint Christophe que l'on trouve ici, qui transporte sur ses épaules le Christ. Salut. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour, pas de souci. Il y a un enterrement maintenant? Oui. Ici? Oui. Bon. Alors, cette statue de Saint Christophe, elle était justement là pour protéger les voyageurs, c'est-à-dire que celui qui allait partir vers l'Allemagne, par exemple, eh bien, lorsqu'il partait, il jetait un coup d'œil ou une prière à Saint Christophe et il était protégé pour la journée. Alors, certains mettaient ça à l'extérieur de l'église et d'autres le mettaient à l'intérieur de l'église. Alors, cette chapelle globale, là, ici, elle date de 1310, c'est la deuxième paroissiale de Sierre. Donc la première, c'est Géronde. Sur la colline de Géronde, il y a le bourg de Sierre. Et ensuite, avec l'église de Géronde, qui est une des très très anciennes églises du Valais, église rurale, je dirais. Et vers l'an 1000, les gens commencent à abandonner la colline de Géronde, s'installer ici dans le bourg. Et la deuxième paroissiale sera Notre-Dame du Marais. Quelle est la raison pour laquelle ils quittaient la colline de Géronde? Alors, c'était des questions d'influence aussi, donc d'abord de place aussi, probablement, puisque la ville se développe un petit peu. Et puis de confort, parce que à Géronde, on est vraiment entouré de difficultés de trafic, si on veut. Il y avait quand même du monde qui était sur le coteau de Sierre, parce que la vallée centrale, les îles Falcon par exemple, elles portent bien leur nom, c'était entièrement des marécages. Donc on pouvait y faire paître des chèvres, des moutons, etc., mais on ne pouvait pas s'installer. Il y avait à chaque orage, toute la plaine était inondée, donc elle n'était pas habitable. Et en conséquence, on construisait sur les collines. Donc toutes les collines de Sierre étaient habitées, mais par des petits bourgs, des petits châteaux. Et puis le coteau. Le coteau était ça. Alors ça a permis de faire une jonction en direction du coteau en quittant
la colline de Géronde. Et cette chapelle, apparemment, donc, elle est toujours utilisée, en fait. Alors, elle est toujours utilisée, oui, tout à fait. Alors maintenant, ce sont j'allais dire, les messes de plus petite ampleur, où les communautés italiennes, des choses comme ça, qui utilisent cette église assez couramment. Et elle est superbe, c'est ça qui est parfaitement intéressant. Elle a été, je dirais, reconstruite ou améliorée ou agrandie par un des architectes les plus célèbres du Valais de cette époque. C'est Ulrich Ruffiner, qui était l'architecte, je dirais, attitré du cardinal Matthieu Schinner. Et c'est lui qui a fait tout le chœur qui est à l'intérieur et qui date de 1524. Wow. Donc elle est très intéressante. Et apparemment, elle est encore vraiment d'époque. Enfin, il n'y a pas tellement eu de rénovation. Alors, elle a été agrandie un peu à l'époque, mais en 2 ou 3 étapes, mais elle est restée vraiment dans le style de cette époque. Elle a sur le côté ici, direction la place du Cheval, une petite chapelle latérale, qui est une chapelle de Saint-Antoine. On le voit d'ailleurs juste au-dessus du petit clocheton, il y a le tau, c'est comme un crucifix, mais en réalité c'est un T grec, un tau, qui est l'emblème de Saint-Antoine. Et à l'intérieur, donc, on a cette chapelle qui a aussi des fresques qui sont encore relativement bien conservées, avec une Vierge à l'Enfant extrêmement ancienne, extrêmement intéressante, qui est là. Et pourquoi Saint-Antoine? Alors Saint-Antoine, c'était un personnage très important dans les Alpes, d'une manière générale. Si je ne me trompe pas, il y a aussi une chapelle Saint-Antoine sur le parcours parcours Cerzinal. Là, on ne parle pas du même Saint-Antoine. D'accord. Celui qui se trouve sur le chemin de Cerzinal, c'est Saint-Antoine de Padoue. C'est celui qu'on a compris lorsqu'on a perdu quelque chose, hein, par exemple. Et ici, on est avec Saint-Antoine l'Ermite, donc, qui est beaucoup plus ancien. Et celui-là, il avait créé une confrérie qui avait une très grande importance durant le Moyen-Âge, qui s'appelait les Antonins, et qui soignait les gens atteints du mal des ardents. Le mal des ardents, c'était un mal qui amenait vers la gangrène, donc sur la suite, et qui provenait de l'ergot du seigle. Donc le seigle, surtout pendant les périodes de famine, il y en avait beaucoup. On raclait les fonds de tiroir et on prenait des fois des grains de sel qui avaient été contaminés par ce champignon, l'ergot. Okay. Et cet ergot de seigle créait une forme de... C'était quasiment une drogue, hein, c'était à la base là, c'est du LSD. Et les gens devenaient un petit peu fous, mais en plus de ça, ça créait aussi des ennuis complémentaires qui amenaient justement jusqu'à la gangrène. Et donc, il fallait amputer. Et alors, ce tau, ça correspond à la béquille qu'on mettait sous l'épaule, sous l'aisselle, si on veut, pour continuer à marcher. Okay. Et ces Antonins avaient la réputation, justement, d'être des spécialistes pour traiter cette maladie, le feu des ardents. Ah, donc, d'accord. Et on le trouve toujours par exemple à Sion, à la cathédrale, il y a une chapelle Saint-Antoine aussi. Il est presque toujours accompagné d'un cochon avec une cloche. Et c'est parce qu'il avait le droit, pour ces Antonins, de faire manger les cochons au centre des villages. Ou des villages ou des villes, plus précisément, là où il y avait le plus d'ordures à manger. Mais c'était réservé aux cochons portant la cloche, donc appartenant à la confrérie des Antonins. Donc c'était très important parce que dans toutes les vallées alpines, il y avait cette maladie pendant plusieurs siècles et on ne savait pas comment la soigner, quoi. D'accord. Donc moi, ce que je te propose, on va peut-être traverser la place du Cheval. Oui. Pour se diriger de nouveau en direction de la place d'Hôtel de Ville. D'accord. Pourquoi ce cheval au milieu de la place? Alors ce cheval, c'est le don d'un mécène de la région sierroise. Donc il est beaucoup plus récent. Je n'ai pas la date exacte, mais je dirais autour de 1950, par là autour, ou 60 peut-être même. C'est M. Victor Swissig qui était un grand amoureux du cheval, qui a offert ce monument. Et il est particulièrement intéressant parce qu'il a été dessiné et réalisé par Hans Erni. Hans Erni, c'est ce grand artiste tout à fait polyvalent, qui était graphiste, peintre, qui a fait des vitraux et qui a fait des sculptures, dont ce fameux cheval. Donc Hans Erni connaissait Victor Swissig oui, alors, personnellement. Je ne connais pas comment la relation s'est faite, mais enfin c'est en tout cas lui qui était
l'artiste désigné ici. Par contre, alors ce qui est plus intéressant, enfin qui reste mieux dans mon souvenir, c'est que toute cette place que l'on a ici, la place du Cheval, c'était à l'époque des jardins d'horticoles, si on veut, de la maison, enfin de la famille Yoss. Et dont une fille a marié après un Berthaud, donc ça a fait une liaison après Yoss-Berthaud, magasin de fleurs un peu à côté. Et ici, alors, il n'y avait que des serres de culture, de légumes, de fleurs et autres. Donc toute cette zone, elle était occupée par une entreprise privée, donc familiale. Toute la zone de la place du Cheval. Toute la zone de la place maintenant, du c'est un peu Cheval, une zone aussi de jeu. On voit une patinoire pour les enfants. Oui. Toi, à l'époque, tu n'as pas eu la chance pour venir jouer sur cette place. Il n'y avait pas ça. Alors, il y avait ici, mais privé, donc on ne pouvait pas y aller. C'était une ferme occupée par cette famille Yoss. Et puis, de l'autre côté, direction le nouveau bâtiment de la bourgeoisie de Sierre, c'était le cimetière. Le premier cimetière de Sierre. Et là, je me souviens, on avait nos grands-pères qui étaient enterrés dans ce cimetière. Cimetière qui a totalement disparu aujourd'hui. Qui a totalement disparu, exactement. Il a été transféré sur le cimetière du Petit Bois. C'était impressionnant pour nous de voir déterrer les tombes qui étaient là, qui étaient en voie de désaffectation. Comme d'ailleurs, un des souvenirs marquants de ma jeunesse, c'était justement en 1954, c'était la destruction de cette maison bourgeoisiale où on voyait les pelles mécaniques de l'entreprise avec des grosses masses de fer. C'était carrément un boulet de fer qui tapait contre les murs et on poussait des cris de joie quand on voyait le mur qui tombait, la fumée qui sortait. C'était absolument extraordinaire. Aujourd'hui, je me dis quel massacre, mais voilà, c'était comme ça. Donc la ville, on voit qu'elle a bien changé en 60 ans. Oui, elle a bien changé. changé. Tu l'as vu évoluer. Oui, j'allais dire comme tout le monde, c'est vrai qu'elle a beaucoup changé. Oui. Ouais. Un des quartiers qui était resté très longtemps, j'allais dire similaire à celui de mon enfance, c'est celui qu'on appelait la Cour des Miracles, qui est juste à côté là-bas, et qui d'ailleurs s'appelle de nouveau Cour des Miracles. Donc l'architecte qui a fait la promotion là s'est efforcé de remettre le titre Cour des Miracles, parce que c'était aussi quelque chose d'absolument incroyable. À quelques pas de la gare, il y avait les poules, les cochons qui étaient en liberté dans cette cour, et des personnes très âgées d'ailleurs qui habitaient là-dedans, et c'est resté comme ça encore très, très hors du temps. Elle portait bien son nom. Elle portait bien son nom, oui, on se serait cru à Paris au Moyen-Âge. Et c'est vrai que si le centre-ville a bien évolué, les quartiers, les vieux quartiers de Sierre sont quand même toujours un petit peu authentiques et d'époque. Hein, c'est juste, ils sont restés les plus authentiques. Bon, il y a la zone de transition qui a été, disons, quand même fortement changée. Si on prend Tserveta par exemple, on voit que le passage entre les deux est complètement différent. Mais quand on est au centre de Tserveta, par exemple à la Maison du Remuage, que je fais visiter aux gens qui font la visite de Sierre, des quartiers de Sierre, eh bien là on est vraiment resté dans l'authentique. Okay. Mais c'est valable aussi pour Murat, pour Villa ou pour Glaret. Il y a encore des zones, mais qui deviennent de plus en plus petites et qui restent encore bien construites comme à l'époque. Si on parle des visites guidées, donc toi tu es le guide de la ville de Sierre. Oui, enfin le guide. Ouais, le guide. C'est un métier où on n'a pas beaucoup de concurrence. On voit que tu as vraiment beaucoup d'anecdotes, tu connais beaucoup de choses sur cette ville. Tu proposes comment ces visites guidées en général? C'est sur quel format? Combien de temps il faut prévoir? Alors donc on s'inscrit à l'office du tourisme, c'est en général des groupes, donc, mais ça peut être, j'allais dire, de 5 à 20, donc selon les personnes qui s'y intéressent. Et puis je propose en général une visite de quartier qui commence depuis l'hôtel de ville, enfin c'est-à-dire à l'office du tourisme plus précisément encore, parce qu'il y en a qui viennent par le train. Et puis on fait un petit aperçu de ce qu'était Sierre autour de 1900, parce que c'est là que Sierre a complètement changé de face, si on veut. En 1900, Sierre était plus petit que Loeschwil, donc, et aujourd'hui c'est 5 fois plus grand.
Donc c'est la charnière si on veut. Puis ensuite on fait l'hôtel de ville, on va vers le château des Vidômes, on regarde, on examine parce qu'elle est très belle l'église Sainte-Catherine qui a des choses très très intéressantes. Et ensuite on monte dans les quartiers, dans les vieux quartiers, donc, mais en l'occurrence Cerveta essentiellement. On fait la maison du Remuage, la chapelle de Notre-Dame du Marais. Puis après c'est à choix. On peut terminer du côté du château de Villa où on rentre sur l'office du tourisme. Ce qui représente, je dirais, normalement, il faut 1h30 pour pouvoir profiter correctement de la visite sans courir. Mais si on va visiter encore après le château Mercier et le château de Villa, alors il faut en rajouter 1 heure. Puis après, on peut manger une bonne raclette. C'est intéressant, c'est ce qui est prévu, un petit apéro avec raclette à Voilà. la fin. Et tout se fait à pied naturellement. Tout à pied, oui, oui. Sierre a cette complication, je dirais, que elle a des intérêts partout, mais justement dans ces quartiers éloignés. Et si on voulait faire tout Sierre, en commençant par Géronte, qui le mérite d'ailleurs largement, ben, il faut pratiquement avoir un véhicule. Et ça, c'est un peu compliqué. Et s'il devait y avoir un petit train touristique à Sierre, ben, il roulerait beaucoup. C'est bien possible. Mais c'est aussi le charme, c'est-à-dire qu'on peut faire à ce moment-là des visites séparées. On va une fois sur l'Est et une fois sur l'Ouest. Et l'automne passé, il y avait dans le cadre du patrimoine, la journée du patrimoine européen, une option qui a été prise sur Sierre en disant, et en faisant une visite, je dirais, de la maison rouge qui est à l'entrée ouest de Sierre à la maison rose qui est à l'entrée est de Sierre, ou à la sortie si on veut. Et là, on peut faire vraiment un beau parcours à travers Sierre. D'accord. Bon, en tout cas, un grand merci pour ces explications, Louis-Fred. C'était vraiment c'était un petit extrait de tout ce que tu peux nous présenter de la ville de Sierre, mais c'est un peu une mémoire vivante, donc c'était vraiment agréable d'avoir cette petite visite avec toi. Voilà. Moi, j'apprends toujours. Il y a toujours encore des choses qui ont échappé et puis qu'il faut essayer de retrouver avant que tout se perde. C'est toujours ça le grand problème. Je dirais que si j'ai fait ce métier, enfin, on ne peut pas appeler ça un métier, c'est un hobby de guide du patrimoine, c'est justement pour essayer de transmettre aux générations suivantes ce que nous avons reçu et ce que nous avons appris. Et finalement, cette ville de Sierre, tu l'observes depuis un peu plus haut maintenant où tu habites. Alors maintenant, tu vois oui. Tout ce qui se passe. Et je fais la même chose à Vantône, parce que Vantône est aussi un village qui mérite d'être visité, qui a des choses extrêmement intéressantes, entre autres sur le plan historique, mais tout autour, il y a partout des choses intéressantes. Magnifique. Louis-Fred, je te souhaite une excellente journée sous ce beau soleil. Je ne sais pas ce que tu as prévu aujourd'hui, mais... Ah ben, on va s'occuper. À tout bientôt en tout cas. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Pour réserver votre visite de la ville de Sierre avec Louis-Fred, rendez-vous sur le site sierretourisme.ch. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté ce deuxième podcast de la région qui rayonne. Le mois prochain, nous vous emmenons à la rencontre d'une habitante pour qui la culture occupe une place très privilégiée. Et si vous avez aimé ce podcast, alors partagez-le sans plus tarder et parlez-en autour de vous. À tout bientôt dans la région qui rayonne.